Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 25 ans. Le mois dernier, lors d'un dîner de famille, mon frère aîné m'a ri au nez, sa voix pleine de mépris. Inutile. Tu ne peux même pas te payer un morceau de pain. Toute la tablée est devenue silencieuse. Mes parents n'ont pas dit un mot, leur regard évitant le mien. J'ai senti la morsure de ces mots, portant le poids d'années de mépris. Mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri, je me suis levé et je suis parti. Son sourire suffisant s'est gravé dans mon esprit, mais je savais quelque chose qu'il ignorait. Ces mots ont été le coup de grâce. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec ses appels, des messages vocaux désespérés et suppliants s'accumulaient. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement envoyé un texto, plus de pain. C'était tout. Le moment où j'ai finalement repris le contrôle. Qu'est-ce qui a mené à ce dîner? Et pourquoi me suppliait-il ensuite? Ma famille pensait pouvoir se servir de moi pour toujours, mais j'avais d'autres projets. Restez pour voir comment j'ai inversé la situation. Avez-vous déjà été méprisé par votre propre famille ou vos proches, pour ensuite les voir revenir en rampant? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. J'ai grandi à Lyon, en France, dans une maison de 3 chambres dans une rue calme, le genre d'endroit où les voisins se saluaient et où les enfants faisaient du vélo jusqu'à la tombée de la nuit. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle famille de la classe moyenne, stable, à l'aise, rien d'extravagant. Mais à l'intérieur, les choses étaient différentes. Mon père, directeur d'entrepôt, a perdu son emploi quand j'avais 15 ans. L'entreprise a réduit ses effectifs, et il est rentré un jour à la maison avec une boîte en carton contenant ses affaires, le visage crispé de colère. Ma mère, qui travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats, a commencé à faire des heures supplémentaires, mais ce n'était pas suffisant. Les factures s'accumulaient, et le réfrigérateur était souvent à moitié vide. Je voyais le stress dans leurs yeux, la façon dont ils chuchotaient à propos de l'argent quand ils pensaient que je n'écoutais pas. À 17 ans, je travaillais après l'école comme assistante de support informatique dans une petite entreprise de technologie du centre-ville. Je réparais des imprimantes, réinitialisais des mots de passe et dépannais des logiciels pour 9 € de l'heure. À chaque paie, je donnais la moitié à maman et papa pour aider avec les courses ou la facture d'électricité. Ils me remerciaient, mais j'avais toujours l'impression que c'était une attente, pas un choix. Pendant ce temps, mon frère aîné était leur enfant prodige. Il avait toujours été celui sur qui ils fondaient leurs espoirs, charismatique, confiant, le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Ils ont investi chaque euro disponible dans sa grande idée, une start-up vendant des applications de fitness. Ils appelaient ça son ticket pour le succès, ont payé son espace de bureau, et lui ont même acheté une voiture d'occasion pour se rendre aux réunions avec les investisseurs. Je voulais aussi travailler dans la technologie. Pas seulement réparer des ordinateurs, mais développer des logiciels, créer quelque chose de réel. Je passais des nuits à regarder des tutoriels de codage sur un ordinateur portable déglingué, rêvant de devenir programmeuse. Mais chaque fois que j'en parlais, mon père se moquait. La technologie, ce n'est pas pour les filles comme toi, disait-il en secouant la tête. Contente-toi de quelque chose de pratique. Maman était pire. Elle me comparait à mon frère, sa voix acérée. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui? Il ira loin. Ça faisait mal, mais je prenais sur moi. Je gardais la tête basse, je faisais mes heures de travail et j'envoyais de l'argent à la maison, même si cela signifiait sauter des repas pour économiser quelques euros. Leur favoritisme n'était pas subtil. Au dîner, il se vantait de sa dernière présentation aux investisseurs, de comment il était destiné à de grandes choses. Je restais assise là, picorant ma nourriture, pendant qu'ils ignoraient mes excellentes notes ou le fait que j'avais appris le Python par moi-même. Une fois, j'ai essayé de montrer à maman une petite application que j'avais créée, un suivi de budget pour notre famille. Elle y a jeté un coup d'œil, a haussé les épaules et a dit, « C'est bien, mais l'application de ton frère va changer des vies. » Je me sentais invisible. Il rentrait à la maison avec des histoires de réunions dans des cafés chics pendant que j'étais coincé à déboguer du code pour des clients qui me remarquaient à peine. Pourtant, je continuais à envoyer de l'argent, 180 € par-ci, 280 € par-là, parce qu'il disait que nous étions une équipe, une famille. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il me faisait sentir que mes rêves n'avaient pas d'importance. Mon père a ri une fois quand j'ai mentionné que je postulais à un programme de technologie à l'université. « Toi? Une codeuse » a-t-il dit comme si c'était une blague. Mon frère intervenait,
avec un sourire narquois, contente-toi de répondre au téléphone, Serette. Je me mordais la langue, mais chaque pic nourrissait une colère silencieuse en moi. J'ai commencé à suivre chaque euro que je leur donnais dans une application sur mon téléphone. Je ne savais pas pourquoi au début, juste une intuition que j'en aurais besoin un jour. À la fin de mon lycée, leur favoritisme était impossible à ignorer. Après des années de mépris de ma famille, j'ai cessé de chercher leur approbation. J'ai tout investi dans la construction d'une vie qu'ils ne pourraient pas toucher. Dans ma dernière année de lycée, j'ai décroché un emploi à temps partiel dans une petite start-up technologique à Lyon, m'occupant du support informatique de base. C'était un travail ingrat, réinitialiser des mots de passe, démêler des bourrages d'imprimantes, mais ça payait, et j'en voulais plus. Pendant que mes parents dormaient et que mon frère courait après les investisseurs, je restais éveillé tard pour apprendre à coder. Les cours en ligne gratuits étaient mon échappatoire. Sur un vieil ordinateur portable grinçant, j'ai appris le Python, le JavaScript et le SQL, en créant de petites applications comme un suivi de tâches pour mon horaire de travail ou un calculateur de budget. Chaque ligne de code était une brique dans le mur entre moi et leurs attentes. La start-up a vu ma motivation. Ils m'ont fait passer du support informatique à l'assistance au développement back-end. Je passais des heures à déboguer des scripts, à écrire des requêtes de base de données et à apprendre des développeurs seniors qui me lançaient des bribes de conseils. Tout en suivant des cours d'informatique à l'université, je prenais des missions en freelance pour créer des sites web pour des cafés locaux ou concevoir des outils simples pour de petites entreprises. Chaque paie allait dans un compte d'épargne secret. J'avais appris à garder mes succès cachés. Si je parlais de mon travail à maman, elle soupirait et disait « L'entreprise de ton frère sera plus grande que ça ». Mon père se plaignait que mon passe-temps informatique était une perte de temps. Alors, je restais silencieuse. Je portais des vêtements d'occasion, vivais dans un appartement partagé exigu et mangeais des repas bon marché pour protéger mon argent de leurs demandes incessantes. Au moment où j'approchais de la fin de mes études, ma persévérance a payé. La start-up m'a offert un poste de programmeuse à temps plein avec un salaire de 55 000 € par an. C'était comme une bouée de sauvetage, une chance de me débrouiller seul. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils pensaient toujours que je joignais à peine les deux bouts, leur donnant des morceaux de mes revenus chaque fois qu'ils appelaient. Je leur avais donné des milliers d'euros au fil des ans, 4 500 € pour l'hypothèque, 1 800 € pour les réparations de leur voiture, 370 € pour des factures de services publics diverses. Je suivais chaque centime dans une application de budgétisation que j'avais créée moi-même, non pas parce que je le voulais, mais parce que quelque chose me disait que j'aurais besoin de preuves un jour. Pendant que je construisais ma vie tranquillement, le monde de mon frère n'était que poudre aux yeux. Ses réseaux sociaux étaient un défilé de mensonges, des photos de lui appuyé contre une nouvelle voiture, debout dans un bureau aux parois de verre, avec des légendes comme « réussite totale » ou « la vie d'entrepreneur ». Ses amis s'extasiaient devant ses publications, le qualifiant de pionnier. Mais j'ai appris la vérité par des contacts communs. Son entreprise d'application de fitness se noyait sous les dettes. Il avait contracté d'énormes prêts, manqué à ses paiements aux fournisseurs et se démenait pour sauver les apparences. Cette voiture brillante était financée jusqu'au cou. Le bureau était une façade louée qu'il pouvait à peine se permettre. Je voyais clair dans son jeu, mais pas mes parents. Il continuait de se vanter de son succès, aveugle aux fissures de son empire. Je gardais la tête basse, codant, épargnant et suivant leurs demandes. Mon application enregistrait chaque euro que j'envoyais, date, montant, raison, parce que je savais que leur loyauté allait à mon frère, pas à moi. Chaque virement me semblait être une trahison que je finançais, mais je n'étais pas encore prête à les affronter. Je construisais quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et je n'allais pas les laisser me l'enlever. Un dîner de famille a tout changé. L'air était chargé de tension le soir où nous nous sommes réunis pour célébrer l'anniversaire de maman. Nous étions assis dans un coin faiblement éclairé d'un restaurant local de Lyon, un endroit familial avec des nappes à carreaux et le bourdonnement des conversations autour de nous. La table était encombrée d'assiettes de pâtes et de pain à l'ail à moitié mangées, mais l'ambiance n'était pas festive. Mes parents étaient plus silencieux que d'habitude, leur sourire forcé. Mon frère, comme toujours, dominait la conversation, se vantant de sa dernière présentation aux investisseurs tout en faisant tourner un verre de vin. J'étais assise en face de lui, picorant ma nourriture, essayant d'ignorer le nœud familier dans mon estomac. Les dîners de famille me semblaient toujours être une performance, et j'en avais assez de jouer mon rôle. Au milieu du repas, il a tourné son attention vers moi. Son sourire narquois était acéré, comme s'il avait attendu ce moment.
Alors, dit-il, assez fort pour que les tables voisines jettent un coup d'œil, tu travailles toujours dans ce job technologique sans issue? Inutile. Tu ne peux même pas te payer un morceau de pain. Les mots m'ont frappé comme une gifle. La table est devenue silencieuse. Maman fixait son assiette, poussant une boulette de viande avec sa fourchette. Papa a toussé et a pris son verre d'eau, évitant mon regard. Personne n'a parlé. Personne ne m'a défendu. La douleur ne venait pas seulement de ces mots, c'était leur silence, leur complicité. J'ai senti mon visage brûler, un mélange de honte et de fureur, mais j'ai forcé un sourire crispé. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une réaction. Je me suis levé, je me suis excusé et je suis sorti sur le parking, mes mains tremblant alors que je serrais mes clés de voiture. Dehors, l'air frais m'a frappé le visage, mais cela n'a pas calmé la rage qui montait en moi. Je faisais les 100 pas près de ma berline déglinguée, repassant ces mots, leur rire résonnant dans ma tête. J'en avais fini d'être leur souffre-douleur. Alors que je m'appuyais contre la voiture, essayant de calmer ma respiration, mon grand-père s'est approché. Grand-père, toujours silencieux lors de ces réunions, avait une lourdeur dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Il a regardé autour de lui, s'assurant que nous étions seuls, puis a parlé à voix basse. « Chloé, il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-il. » Mon estomac s'est noué. Il a expliqué que maman et papa avaient contracté un prêt 45 000 € en utilisant mon nom, mon crédit, sans ma permission. Il l'avait fait pour renflouer l'entreprise en faillite de mon frère, pensant que je ne le découvrirais jamais. Grand-père les avait entendus en discuter et ne pouvait plus se taire. Je suis resté figé, mon esprit s'emballant. 45 000 €. Mon nom. Mon avenir, empêtré dans leurs mensonges pour soutenir quelqu'un qui se moquait de moi devant tout le monde. Je voulais crier, retourner à l'intérieur et les affronter, mais je ne pouvais pas. Pas encore. La main de grand-père s'est posée sur mon épaule, sa voix ferme. « Tu es plus forte qu'il ne le pense, dit-il. Fais ce que tu as à faire. » J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée, ma résolution se durcissant. Ils avaient franchi une ligne, et je n'allais pas laisser passer ça. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, ma colère se transformant en un plan. Le matin, j'étais déterminé à découvrir la vérité. Je me suis connecté à mon compte bancaire, les mains tremblantes en parcourant les relevés. C'était là, un prêt ouvert il y a 2 ans, lié à mon nom, avec des paiements mensuels que je n'avais jamais autorisés. Le solde était stupéfiant, et les intérêts grimpaient rapidement. Mon cœur battait à tout rompre en réalisant la profondeur de leur tromperie. Ils avaient joué mon avenir pour soutenir l'entreprise en faillite de mon frère, et je n'en avais aucune idée. J'ai creusé plus profondément, rassemblant toutes les preuves que je pouvais trouver. J'ai vérifié mes courriels, à la recherche de toute correspondance bancaire. Enfoui dans mon dossier de spam se trouvaient des notifications, des courriels de confirmation pour des demandes de prêt, des rappels de paiement, tous adressés à moi mais envoyés à un compte que j'utilisais rarement. Je les ai imprimés, mes mains tremblant de colère en lisant les petits caractères. J'ai croisé les informations avec mon application de budgétisation, celle que j'avais créée pour suivre l'argent que je donnais à ma famille. Les chiffres ne mentaient pas, en plus des milliers d'euros que j'avais volontairement envoyés pour les factures, ils en avaient siphonné davantage grâce à ce prêt. J'ai trouvé une trace écrite de relevés bancaires et de reçus de virements dans un compte familial partagé que je n'avais pas vérifié depuis des années. Chaque document était comme un coup de poignard, la preuve de jusqu'où ils étaient allés pour m'exploiter. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait donner un sens à ce gâchis. J'ai contacté une avocate à Lyon, une femme nommée Maître Valérie Lefebvre, spécialisée dans la fraude financière. Son bureau était petit, niché au-dessus d'un café, mais sa réputation était solide. J'ai apporté ma pile de preuves, courriels imprimés, relevés bancaires, captures d'écran des journaux de transactions de mon application. Elle a écouté pendant que j'expliquais la situation du prêt, ma voix se brisant en décrivant la confession de mon grand-père. Les yeux de Maître Lefebvre se sont rétrécis quand j'ai mentionné le chiffre de 45 000 €. C'est un vol d'identité, dit-elle sans détour. Vos parents et votre frère ont utilisé votre crédit sans votre consentement. Nous pouvons monter un dossier. Elle a décrit le processus, déposer une plainte à la police, rassembler plus de preuves et poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Ce ne serait pas rapide, mais c'était possible. J'ai quitté son bureau avec un plan et une lueur d'espoir. Amélie Leroy, ma meilleure amie depuis l'université, est devenue mon ancre pendant cette période.
Nous nous sommes retrouvés dans un dîner le lendemain, l'odeur de frites grasses remplissant l'air alors que je déballais tout. Amélie, toujours calme sous la pression, a écouté sans interrompre. Elle avait eu ses propres drames familiaux, ses parents l'avaient culpabilisée pour qu'elle paie leurs dettes des années auparavant. Tu ne peux pas les laisser te manipuler, dit-elle, la voix ferme. Ils comptent sur ton silence. Elle m'a aidé à garder les pieds sur terre, me rappelant de manger, de respirer, de me concentrer sur la prochaine étape au lieu de me noyer dans la colère. Nous avons passé des heures dans mon appartement à trier des documents, étiquetant chaque preuve pour Maître Lefebvre. La force tranquille d'Amélie m'a empêché de m'effondrer. Je n'ai pas arrêté de travailler. Mon travail à la start-up technologique exigeait de la concentration, et je me suis jeté dans le codage pour garder l'esprit clair. Je passais les matinées à écrire des scripts, les après-midi en réunion et les soirées à préparer mon dossier. J'ai demandé des rapports de crédit, contacté la banque pour geler le compte du prêt et documenter chaque interaction. Plus j'en découvrais, plus c'était clair, mes parents avaient signé mon nom sur la demande de prêt, et mon frère avait utilisé les fonds pour payer les dettes de son entreprise. Ils avaient prévu de me laisser dans l'ignorance, supposant que je ne vérifierais jamais. Une semaine après le dîner, j'ai remarqué un changement. Maman a appelé 2 fois, sa voix inhabituellement douce, me demandant comment j'allais. Papa a envoyé un texto, quelque chose à propos de « prendre des nouvelles ». Mon frère a laissé un message vocal, le ton nerveux, me demandant de le rencontrer. Il tâtait le terrain, sentant que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à les affronter, pas avant que mon dossier ne soit en béton. Maître Lefebvre m'a prévenu qu'il pourrait essayer de me culpabiliser pour que j'abandonne, mais j'en avais fini d'être leur paillasson. J'ai gardé mes preuves enfermées dans un coffre-fort, ma résolution grandissant avec chaque nouveau document que je trouvais. Les tentatives de ma famille pour me faire changer d'avis ont commencé subtilement mais sont devenues incessantes. Ça a commencé par un appel de papa, sa voix lourde d'accusation. J'étais à mon bureau en train de réviser du code quand mon téléphone a vibré. « Chloé, tu es en train de déchirer cette famille, dit-il, le ton sec. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es égoïste. Laisse tomber ces bêtises de procès. » J'ai serré le téléphone, les jointures blanches, mais je suis restée silencieuse. Ces mots faisaient écho aux chantages affectifs que j'avais entendus en grandissant, toujours à propos de ce que je leur devais. J'ai mis fin à l'appel sans un mot, le cœur battant à tout rompre. Je n'étais plus une enfant, et je n'allais pas tomber dans le panneau. Quelques jours plus tard, maman s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, les yeux rouges, un mouchoir à la main. Elle est entrée, la voix tremblante, et s'est lancée dans un discours. La famille, c'est tout ce qui compte, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous avons fait une erreur, mais poursuivre ses propres parents? C'est cruel. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je l'ai retirée, la poitrine serrée de colère. Je voyais clair dans ses larmes, ce n'était pas du regret, c'était de la manipulation. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, mais c'était un mensonge pour la faire partir. En sortant, elle s'est retournée, la voix brisée. Tu le regretteras, Chloé. J'ai fermé la porte, ma résolution se durcissant. Ces sanglots ne changeaient rien au fait qu'ils avaient volé 45 000 € en mon nom. Le pire est arrivé quand mon frère s'est présenté. C'était un soir de pluie, et je triais des documents pour le procès avec Amélie quand on a sonné à la porte. Il se tenait sur mon seuil, trempé, son assurance habituelle envolée. Pour la première fois, il avait l'air désespéré. Mon entreprise est finie, a-t-il admis, la voix basse. La faillite est officielle. J'ai tout gâché. D'accord, je suis désolé. Il m'a supplié d'abandonner le procès, prétendant qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. Ses yeux allaient et venaient nerveusement, comme s'il attendait que je cède. Je me suis souvenu de toutes les fois où il m'avait rabaissé, de chaque euro que j'avais envoyé pour soutenir ses rêves pendant qu'il me riait au nez. J'ai secoué la tête. Tu ne peux pas régler ça avec des mots, ai-je dit, la voix ferme. Il a plaidé à nouveau, mais j'ai fermé la porte. Plus tard dans la nuit, je lui ai envoyé un seul texto, plus de pain. C'était la dernière chose que je lui dirais avant la date du procès. Amélie a été mon pilier pendant tout ce temps. Nous nous sommes retrouvés chez elle le lendemain, assise sur son canapé avec des tasses de café et ma pile de preuves. Elle avait mené ses propres batailles, tenant tête à sa famille quand ils essayaient de contrôler sa vie.
Ils appuieront sur tous les boutons qu'ils connaissent, m'a-t-elle prévenu, sa voix calme mais ferme. Ne les laisse pas te monter la tête. Elle m'a aidé à répéter ce que je dirais au tribunal, passant en revue les questions que Maître Lefebvre, mon avocate, pourrait poser. La confiance d'Amélie m'a stabilisé quand je doutais de moi-même. Elle m'a rappelé pourquoi je faisais ça pas seulement pour l'argent, mais pour reprendre ma vie en main. Nous sommes restés éveillés tard à examiner les journaux de transaction de mon application et les relevés bancaires, nous assurant que chaque détail était parfait. Son soutien m'a permis de rester concentré, même lorsque les mots de ma famille résonnaient dans mon esprit. Leur pression n'a pas cessé. Papa a laissé des messages vocaux, chacun plus en colère que le précédent, m'accusant de trahir leur confiance. Maman a envoyé de longs textos, mélangeant des excuses avec des supplications pour garder l'affaire privée. Mon frère a essayé d'appeler, mais j'ai laissé sonner. Ces messages devenaient frénétiques, mentionnant des créanciers, et m'accusant d'aggraver les choses. Je n'ai pas répondu. Leur désespoir ne faisait que confirmer ce que je soupçonnais, ils savaient qu'ils étaient pris au piège. Mon application avait suivi chaque centime que je leur avais donné, des milliers au fil des ans, et maintenant j'avais la preuve du prêt qu'ils avaient contracté en mon nom. Maître Lefebvre a dit que le dossier était solide mais m'a mis en garde contre le coup émotionnel. Ils essaieront de te culpabiliser jusqu'à la fin, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, prête à y faire face. J'ai continué à travailler, codant pendant de longues journées à la start-up pour garder les pieds sur terre. Mes collègues ont remarqué que j'étais plus silencieuse, mais je n'ai pas partagé les détails. La nuit, je rencontrais Maître Lefebvre ou Amélie pour peaufiner le dossier. Chaque appel de ma famille était comme un test, mais j'ai tenu bon. Ils avaient passé des années à prendre de moi, à mépriser mes rêves, et maintenant ils voulaient de la pitié. Je n'allais pas en donner. Le jour de l'audience est arrivé, et j'étais prête. La salle d'audience de Lyon était plus froide que ce à quoi je m'attendais, l'air lourd du poids de ce qui allait se dérouler. Je me tenais à la table du demandeur, mon avocate, Maître Valérie Lefebvre, à mes côtés, lorsque le juge a appelé l'affaire. Ma famille était assise de l'autre côté de la salle, papa la mâchoire serrée, maman fixant le sol, et mon frère avachi, évitant mon regard. La galerie était presque vide, juste quelques membres du personnel du tribunal et Amélie, qui m'a fait un signe de tête rassurant depuis le fond. J'ai pris une profonde inspiration, serrant le dossier de preuves qu'il avait fallu des semaines pour compiler. C'était le moment où je reprendrais ma vie en main. Maître Lefebvre a présenté notre cas avec précision. Elle a exposé les confirmations par courriel de la banque montrant la demande de prêt à mon nom. Elle a affiché les relevés bancaires avec des paiements non autorisés liés à l'entreprise de mon frère. Les journaux de transaction de mon application, projetés sur un écran, détaillaient chaque centime que j'avais donné à ma famille des milliers pour leurs factures, dont aucun que je n'avais remis en question jusqu'à présent. J'ai témoigné, la voix ferme malgré le nœud dans ma poitrine, expliquant comment j'avais découvert le prêt de 45 000 € grâce à l'avertissement de mon grand-père. La juge a écouté, son visage impassible, pendant que je décrivais des années à soutenir ma famille pour apprendre qu'ils m'avaient trahi. L'avocat de mes parents a soutenu qu'ils avaient agi par désespoir, mais Maître Lefebvre a contre-argumenté avec des preuves de leur tromperie délibérée. La pièce semblait étouffante, mais j'ai gardé les yeux sur la juge, pas sur ma famille. Le verdict est tombé plus vite que je ne l'attendais. La juge a statué en ma faveur, déclarant le prêt frauduleux. Ma famille a été condamnée à payer 14 000 € de dommages et intérêts, une fraction du prêt, mais assez pour les tenir responsables. Le tribunal leur a également ordonné d'assumer l'entière responsabilité de la dette restante, retirant mon nom du prêt. L'entreprise de mon frère, déjà en faillite, a été officiellement dissoute, ses actifs saisis pour couvrir les créanciers. Papa et maman faisaient face à leurs propres dettes, des paiements hypothécaires qu'ils ne pouvaient pas honorer, des factures de cartes de crédit qui s'accumulaient. Le marteau du juge a résonné à mes oreilles, un son de justice mais aussi de finalité. J'avais gagné, mais la victoire semblait amère en regardant les visages défaits de ma famille. Je ne leur ai pas parlé après l'audience. Maman a essayé de s'approcher de moi, les yeux humides, mais je me suis détourné. Mon frère a crié mon nom, sa voix s'éteignant, mais j'ai continué à marcher. Papa est resté là, silencieux, les épaules affaissées. J'ai quitté le palais de justice avec Maître Lefebvre et Amélie, le poids de leur trahison pesant toujours sur moi. Cette nuit-là, j'ai bloqué leur numéro. Plus d'appels, plus de textos, plus de chantage affectif. J'en avais fini de porter leur fardeau. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement au centre-ville de Lyon.
Il était petit mais lumineux, avec une vue sur les monts du Lyonnais depuis une seule fenêtre. J'ai déballé mes quelques affaires vêtements, livres, mon ordinateur portable ressentant un étrange mélange de liberté et de solitude. J'avais passé des années à construire une vie qu'il ne pourrait pas toucher, et maintenant elle était à moi seule. Amélie m'a aidé à m'installer, apportant des plats à emporter et une bouteille de vin pour célébrer. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit en levant son verre. J'ai souri, mais la douleur dans ma poitrine persistait. J'avais lutté pour la justice, mais j'avais perdu la famille que j'avais autrefois espéré pouvoir sauver. J'ai appris par un ami commun que mes parents avaient du mal à garder leur maison. Les avis de saisie avaient commencé à arriver, leurs économies épuisées par les frais de justice et les dettes. Mon frère avait réemménagé avec eux, ses rêves de devenir un magnate de la technologie envolés. Une partie de moi voulait les plaindre, mais le souvenir de leurs mensonges, du prêt, des moqueries, des années à prendre, me gardait les pieds sur terre. Je leur avais assez donné. Maintenant, je construisais un avenir pour moi-même, un avenir où leur voix ne pourrait pas m'atteindre. La poussière est retombée après le procès, mais les retombées pour ma famille ne faisaient que commencer. J'ai appris par un ancien voisin que les Dubois avaient perdu leur maison. La banque l'a saisie lorsque papa et maman n'ont pas pu suivre les paiements hypothécaires, leurs économies anéanties par les frais de justice et le jugement de 14 000 € qu'ils me devaient. Ils avaient déménagé dans une petite location en périphérie de Lyon, bien loin de la maison à laquelle ils s'étaient accrochés. Mon frère, Thomas, n'était plus l'entrepreneur autoproclamé. Son entreprise disparue, il travaillait désormais comme vendeur dans un magasin d'électronique local, encaissant les clients et remplissant les étagères. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant cela, juste une reconnaissance silencieuse que leur choix les avait rattrapés. Pendant ce temps, ma vie a pris un chemin différent. Mon travail acharné à la start-up technologique a porté ses fruits avec une promotion au poste de programmeuse principale. L'augmentation a porté mon salaire à 75 000 € par an, assez pour me permettre un nouvel appartement élégant au cœur de Lyon. Il avait des parquets, une cuisine moderne et un balcon donnant sur les lumières de la ville. Je l'ai décoré avec parcimonie, quelques plantes, un tapis confortable, un bureau pour mes projets de codage. Chaque coin de cet espace était à moi, gagné par des années de courage et de sacrifice. Pourtant, tard dans la nuit, en regardant l'horizon de la ville, je ressentais une pointe de solitude. J'avais construit une vie libre de leur contrôle, mais cela s'était fait au prix de liens familiaux que j'avais autrefois espéré pouvoir réparer. J'ai renoué avec Simon et Sophie, de vieux amis d'université qui étaient restés en contact pendant le chaos. Autour d'un café dans un établissement du centre-ville, Simon a posé la question qui me trottait dans la tête. « Est-ce que ça en valait la peine, Chloé ?» dit-il en remuant son latte. « De les couper de ta vie comme ça. » Son ton n'était pas critique, juste curieux. J'ai marqué une pause, traçant le bord de ma tasse. Le procès m'avait rendu justice, mais le vide était réel. Sophie est intervenue, sa voix douce. « Tu es plus forte que quiconque que je connaisse, mais tu sembles seule. » Elle n'avait pas tort. J'avais gagné ma liberté, mais le silence dans mon appartement était plus bruyant que je ne l'avais prévu. Leurs mots sont restés avec moi, me forçant à réfléchir à ce que j'avais gagné et perdu. En y repensant, j'ai réalisé les leçons que cette épreuve m'a apprises. La trahison de ma famille, utilisant mon nom pour un prêt de 45 000 €, m'a montré l'importance de fixer des limites tôt. J'avais passé des années à leur donner de l'argent, croyant que c'était mon devoir, pour découvrir qu'ils me voyaient comme une ressource, pas comme une fille. Si j'avais tracé une ligne plus tôt, j'aurais peut-être évité la douleur. Le procès, bien qu'épuisant, était ma façon de me protéger. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de récupérer mon droit à un avenir qu'ils avaient essayé de voler. L'action en justice, j'ai appris, est parfois le seul moyen de tenir les gens responsables, même ceux que vous aimez. Mon application, suivant chaque euro que je leur donnais, est devenue mon bouclier, la preuve que leur mantra, la famille d'abord, était un mensonge. Je ne regrette pas mes choix, mais j'en porte le poids. À quiconque est confronté à une situation similaire, une famille qui prend plus qu'elle ne donne, qui vous culpabilise pour que vous sacrifiez vos rêves, fixez vos limites maintenant. N'attendez pas qu'ils aient tout pris. Vérifiez votre crédit, protégez vos finances et n'ayez pas peur de recourir à la loi si nécessaire. Vous méritez de vivre une vie qui vous appartient. Si vous avez vécu cela, partagez votre histoire. Exprimez-vous dans les commentaires ou parlez-en à quelqu'un de confiance. Votre voix compte, et elle pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de se défendre.